Salut à tous. Bonjour. Merci de nous retrouver du coup pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va vous présenter Diablo 3 Eternal Collection sur Switch. Donc Diablo 3, c'est un jeu de type hack and slash. Le principe général de ce genre de jeu, c'est donc on joue un héros, c'est de tuer le plus de monstres possible pour looter des pièces d'équipement qui nous permettront d'améliorer notre personnage et donc de tuer les monstres encore plus efficacement. Donc le jeu est déjà sorti en mai 2012. La première version, tout à fait. Là, on va s'intéresser à la version Switch vraiment. La dernière version sortie en novembre 2018. Donc toi, tu joues depuis 2012. Tout à fait. Tu connais bien le jeu. Moi, je l'ai découvert sur la Switch. Ce qu'on a trouvé amusant, c'est que ma façon de jouer en tant que vraiment débutant qui découvre le soft était quand même nettement différente. D'un que quand... habitué, effectivement, Voilà. Que quand moi, qui je a suis... joué depuis bien longtemps. Quand Axel m'a montré un peu comment ça se joue à haut niveau, j'ai rien compris. Donc, Il y a vraiment deux façons de jouer à Diablo. La première fois que vous jouez, donc le mode campagne, où on découvre l'histoire du jeu, on avance petit à petit et on s'équipe d'objets. au fur et à mesure qu'on les trouve. Et le mode donc endgame, où on est un petit peu plus à fond, où là on va essayer d'optimiser chacune des pièces de son équipement et de ses pouvoirs de manière à avancer le plus loin possible. Donc du coup, là, on va vous montrer une partie endgame, niveau 70 et plus. Nous voici sur le menu principal du jeu. Nous avons chacun notre personnage, moi la chasseuse de démons et toi la moniale. Présentation rapide des modes de jeu de Diablo 3. Trois modes principaux. Le mode campagne. En gros, le mode campagne, il s'agit de l'histoire du jeu. Suivre l'histoire, récupérer vos premières pièces d'équipement et monter en niveau. Tranquillement. Ensuite va suivre le mode aventure. Une fois que vous aurez terminé la campagne, ce mode se débloquera définitivement. Ce mode aventure vous permettra d'accomplir des actions que l'on appelle des primes et de faire ce qu'on appelle aussi des failles. Ce sont les éléments qui constitueront le endgame de Diablo 3. Et enfin, un dernier mode, les failles probatoires. Donc ces dernières deviennent disponibles à partir du moment où on a fini une faille supérieure dans le mode aventure. Et en fait, c'est un défi hebdomadaire qui se réinitialise tous les mardis, dans lequel on joue un personnage qui nous a été donné par Blizzard. Donc défini, donc cette semaine par exemple c'est un chasseur de démons. Et en fait le but du jeu c'est de battre un temps. Donc là 6-14 par exemple pour cette semaine. Ça vous permet à la fois de tester de nouvelles choses que vous n'auriez pas forcément testées. Et donc de récupérer des objets qui vont vous aider pour votre personnage principal. D'accord, c'est un peu le principe du bras de fer dans Hearthstone. Effectivement. Donc ces différents modes peuvent être joués dans différents modes de difficulté, qui vont du mode normal, le plus facile, où il n'y a aucun bonus, ni en or ni en expérience. Ensuite, les modes difficiles, expert, calvaire et les tourments, qui sont au nombre de 13. Plus vous monterez en difficulté, plus vous aurez de bonus à l'or et à l'expérience. Et à partir du mode tourment, vous pourrez trouver des objets légendaires différents. Donc nous allons jouer directement en tourment 13. En définitive, c'est pas vraiment de la difficulté, ce sont des paliers de progression. Et en gros, plus vous allez progresser, plus les monstres de votre niveau vont vous sembler faibles et trop faciles à tuer. Donc pour optimiser votre gain d'expérience et d'or, vous allez monter en tourment jusqu'à atteindre le niveau maximal du tourment 13. Après le tourment 13 vient se rajouter les failles supérieures, qui sont d'un niveau de difficulté encore supérieur au tourment 13, et c'est là où on va pouvoir vraiment mettre ses capacités à l'épreuve. Donc voilà comment se présente le mode aventure de Diablo 3. On ne va pas vous présenter le mode campagne, il est assez simple, c'est une histoire très dirigée. Vous avez juste à suivre les points d'exclamation indiquant les nouvelles quêtes et à suivre l'histoire. Le mode aventure, c'est là où il y a un peu plus d'intérêt, à mon sens. Vous allez pouvoir parcourir les 5 actes du jeu, qui représentent 5 environnements différents. Le monde de Diablo 3, dans le mode aventure, est constitué de 5 actes différents. Et dans chacun de ces actes se trouvent 5 primes, qui sont en gros des missions avec but précis. Genre celui-ci, nettoyer l'antre des déchus, si on se rend sur place, après un petit temps de chargement. Donc nous voilà dans le Val Plaintif, et l'objectif c'est d'atteindre ce point lumineux, et d'accomplir l'objectif qui est donc de là, celui-ci ça va être de vider une grotte. Donc je joue le perso de gauche, Romain joue le perso de droite. Que je découvre à l'instant. Qu'il découvre à l'instant, car ce n'est pas son personnage de lui-même, c'est celui de ma compagne. Donc comme vous le voyez, le but, hop, avancer, détruire des monstres. Régulièrement, on tombe sur des élites. Donc comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, le tourment 13 ne présente plus vraiment de difficulté à notre niveau. Donc les monstres meurent extrêmement vite. Donc là, une fois de plus, le but, c'est de se rendre à l'objectif. Vu que là, le but, c'est de faire le niveau 2. Donc ça nous permet de vous présenter un petit peu le gameplay de ce jeu. Donc votre personnage possède 6 boutons d'action différentes, représentés par les boutons que vous voyez en bas à gauche et en bas à droite, plus un 7ème, la potion, qui vous permet de vous soigner toutes les minutes. Ces panels de 6 sorts, vous choisissez parmi toute une gamme qui est disponible différemment pour chaque classe. Donc un chasseur de démons n'aura pas les mêmes sorts qu'un moine, ou qu'un croisé,
qu'une sorcière, ainsi de suite. Donc on choisit ces 6 sorts parmi une vingtaine, à peu près. Entre 20 et 25 sorts disponibles par classe. On les choisit, à cela vient se rajouter 4 pouvoirs passifs qui vont nous permettre de personnaliser notre personnage. Et donc à vous de choisir le mieux possible, enfin ce qui vous correspond le plus. Donc ces 6 sorts, ces 4 passifs, de manière à jouer votre personnage de la manière dont vous l'entendez. Donc pendant ce temps-là, nous finissons la prime. Donc là c'est un monstre explosif. Alors, Romain reste allègrement dans les flammes, il n'en a rien à péter. Ouais, j'ai peur de rien. Et donc là, nous avons accompli l'objectif. Sur la carte, tac, le point d'exclamation est coché par... Et donc a maintenant une petite coche verte et indique que la prime a été remportée. En bas à droite de la carte, on peut voir, il y a 5 primes par acte. Une fois qu'on l'a rempli, on récupère une cache spéciale qui possédera potentiellement un objet légendaire, voire plusieurs, ainsi que des composants spécifiques qui nous permettront d'utiliser le système de craft du jeu. Tac. Alors présentation rapide du système de craft, qui est donc lié au cube de canaille que l'on récupère dans le mode aventure. Ce dernier nous permet d'extraire des pouvoirs légendaires, des objets légendaires, pour pouvoir utiliser ces pouvoirs sans avoir les objets sur soi. Donc c'est encore un mode de personnalisation supplémentaire au jeu. Alors je ne vais pas vous rentrer exactement dans le détail, c'est quelque chose à découvrir, puis ça serait trop lourd à expliquer pendant toute une vidéo. Vaut mieux vous présenter du gameplay pour pouvoir vous présenter le jeu. Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on commence à vraiment taper les choses, tu veux dire? Ouais. Parce que là tu te fais chier, c'est ça? Oui. Ah, oh. Donc, le système de progression, comme je vous l'ai dit, donc les failles, le mode aventure, et nous voilà maintenant face aux failles. Donc représenté avec l'obélisque et les phalènes. Les failles normales, elles sont de la difficulté de votre tourment en cours. Donc là par exemple, ça serait une faille de difficulté de tourment 13. Le but en fait, c'est qu'elle nous donne des clés de failles supérieures. Donc là on voit, j'ai 115 clés disponibles. Donc elles nous permettent d'ouvrir des failles supérieures, qui sont là par contre le véritable endgame du jeu. Comme vous allez pouvoir le voir, donc, les niveaux vont de 1, le niveau normal, jusqu'à 150, le niveau ultime. Alors, il n'est actuellement pas possible hors tricherie. Je dis bien hors tricherie parce qu'il y a de la triche sur console sur Diablo 3. Alors, ça ne vous affectera pas vous personnellement, à moins que vous soyez vous-même un tricheur. Mais en gros, le haut des classements du jeu est trusté malheureusement par les tricheurs. Si je regarde dans les classements des failles sup, par exemple, chasseur de démons, élite mondiale, le mec a fait une faille 150 en 1 minute 13, ce qui est rigoureusement impossible. Exemple typique de triche. Alors déjà, tu peux voir plus 1 million au dégâts physiques des compétences. Plus 14 900, 18 600 de points de dégâts. Ça n'existe pas dans le jeu. Et le fait d'avoir 3 gemmes légendaires sur un même anneau, ça n'existe pas non plus. D'accord. Là, on est sur de la triche de qualité. Alors, juste... Alors voilà, t'as fait la boulette. Je voulais que tu mettes un peu plus de pognon pour pouvoir récupérer un niveau de gemme de plus, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète. Ne t'en veux pas. T'inquiète. Alors, les failles supérieures, c'est... on se retrouve en fait dans les environnements du jeu, avec des monstres aléatoires. Et le but du jeu, c'est de battre un timer de 15 minutes. Et pour battre ce timer, donc en gros, c'est faire la faille en moins de 15 minutes, il faut tuer des monstres, le plus possible et le plus rapidement possible, ainsi que des monstres élites qui vont nous donner des orbes qui vont nous permettre de faire grimper la barre que vous voyez à gauche avec le petit timer. Donc là, chacun va jouer son personnage. Romain Samonial, donc il découvre. C'est en gros voilà, c'est l'onde de lumière, c'est ce qui va faire le plus de dégâts sur ton perso. Hop. Donc Romain a un personnage qui est plutôt spécialisé dans les dégâts de zone, comme vous le voyez avec son attaque qui part dans toutes les directions. Moi je suis un personnage qui est plutôt basé sur les dégâts mono-cibles. Donc ça fait une team assez complémentaire. Les gros packs sont tués par Romain pendant que moi je peux cibler tranquillement les élites dans les packs. Donc quand vous constituez un groupe, il vaut mieux essayer d'être complémentaire plutôt que d'avoir les mêmes forces. Ça vous permettra d'aller plus haut. Il y a même des compositions de personnages en groupe multijoueur où certains personnages ne sont axés que dans le fait d'aider les autres. Ils ne font aucun dégât, pour ainsi dire, mais ils résistent aux monstres, ils font des gros packs et les autres, pendant ce temps-là,
pendant que les monstres sont ralentis, immobilisés, peuvent les détruire en toute sécurité. Donc voilà, le jeu en équipe peut être vraiment très développé dans Diablo 3. C'est important de le savoir. Donc on peut jouer comme on le fait actuellement en local. Donc sur le même écran partagé. Donc alors ça présente quelques avantages et quelques inconvénients. Alors l'inconvénient principal, c'est que vu qu'on partage le même écran, on ne peut pas être éloigné l'un de l'autre. Alors que Mastp normalement est plutôt basé sur le fait d'aller chercher des monstres. Et donc de naviguer dans le tas. Vu que tu es avec moi, ça je peux moins le faire. Ouais, d'accord. Mais l'avantage, et c'est non négligeable, c'est qu'en fait, alors est-ce qu'il s'agit d'un bug, est-ce qu'il s'agit d'une volonté de Blizzard, ça je n'en sais rien. Mais en gros, tous les gains d'or et de cristaux de sang sont partagés entre les joueurs, là où normalement tout est séparé entre les joueurs. En gros, l'or, bien sûr, comme vous vous en doutez, permet d'acheter des objets et plus tard dans le jeu d'améliorer ces objets légendaires. Et les cristaux de sang permettent d'acheter des objets aléatoirement pour pouvoir obtenir des objets légendaires. Donc en gros, ça nous permet d'avoir plus vite de la monnaie et donc d'optimiser toute cette partie-là de recherche d'objets et d'optimisation d'objets. Donc c'est assez intéressant. Surtout qu'à 4 joueurs sur un même écran, vous multipliez par 4. Ouais. Donc ça peut vite monter. Par exemple, moi et ma compagne, on a un abonnement famille sur la Switch. On a créé 2 faux comptes qui nous suivent partout et qui nous permettent de maximiser l'expérience et de maximiser les cristaux de sang et l'or. Donc alors pour ça, il faut un abonnement familial. Si vous n'avez pas l'utilité, ne le faites pas. 25€, ça ne vaut pas forcément le coup. Mais si vous avez déjà un abonnement familial, vu que vous avez le droit à 8 comptes, n'hésitez pas à créer des comptes pour optimiser votre XP. Ça sera toujours ça de gagner. D'accord. C'est le petit conseil en plus comme ça. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que les personnages saisonniers sont jouables obligatoirement en ligne. Oui. Alors il y a un petit moyen d'arnaquer. En fait, donc oui, quand vous créez un personnage saisonnier, vous êtes normalement obligé de jouer en ligne. Mais en fait, la particularité, c'est que vous êtes obligé de commencer à jouer en ligne. En gros, si vous commencez une partie et que la console a détecté que vous étiez en ligne, mais qu'après vous vous barrez dans votre bagnole et que vous allez chez un ami, tant que vous ne mettez pas le jeu en pause, la console ne vérifie pas que vous êtes en ligne. Et en gros, à mon avis, c'est comme ça que passent les tricheurs. Et en gros, vous n'êtes pas obligé d'être toujours en ligne. Il faut commencer la partie avec le online activé. D'accord. Et après, par contre, vous pouvez vous déplacer et tout, la console ne vérifiera pas tous les 3 pas que vous êtes toujours en ligne. Mais normalement, effectivement, le mode saisonnier est obligé d'être en ligne. Le mode non saisonnier, donc le mode classique du jeu, parce que je vous expliquerai brièvement la différence saison-non saison, c'est que en fait, vous pouvez jouer hors ligne. Et donc vous pouvez jouer partout en mode... vous pouvez jouer partout. Sans être obligé d'avoir une connexion internet. Donc c'est un avantage particulier des versions console. Et ce qui en fait quand même plutôt une force, parce que sur les versions PC, on est obligé d'être en ligne pour pouvoir jouer. On ne peut pas jouer si on n'est pas relié à internet. La différence entre le mode saison et le mode hors saison, pendant que nous tuons le gardien de faille avec facilité et déconcertation, c'est que le mode saison propose des bonus qui ne sont pas disponibles dans le mode hors ligne et des classements supplémentaires. Donc, nous avons fini notre faille supérieure dans les temps, avec une facilité déconcertante, donc on va encore monter en difficulté ensuite. Alors le principe des failles supérieures, en fait, c'est que dedans, on trouve des gemmes légendaires que l'on peut enchasser dans nos anneaux et dans notre collier, et ces gemmes légendaires proposent des pouvoirs spéciaux que l'on peut améliorer à chaque fois qu'on réussit une faille supérieure. Donc là, mes gemmes, par exemple, elles sont niveau 100 et 99. Donc ça me booste sur certaines caractéristiques. Il y a une vingtaine de gemmes disponibles, donc à vous de choisir lesquelles vous préférez, et donc renforcer votre personnage. Le fait d'utiliser des gemmes dans son équipement, c'est le dernier palier d'optimisation de votre personnage pour le endgame. D'accord. Une fois que vous avez terminé l'autre faille, vous retournez en ville, vous parlez à Aurek, un fantôme Néphalem, lui on s'en fout complètement, mais c'est important de savoir que c'est un fantôme. Et à partir de là, la faille se referme, on peut en ouvrir une nouvelle, et continuer. Donc, fin du jeu de Diablo implique récupérer des objets. Donc vous les avez vus, ce sont les différents rayons lumineux qui sont apparus quand on a tué le vilain boss. Donc,
Identification des objets. Donc, vas-y, je vais les identifier aussi. Ensuite, à vous de faire le tri entre les objets que vous gardez, ceux que vous ne gardez pas. Donc, à mon niveau, il y a très peu d'objets que je garde. La plupart finissent détruites chez le forgeron pour devenir de la composition. Les compos, vous le voyez, c'est le matériau obtenu en bas à droite. Ce sont des âmes. Quand vous réussissez ces failles supérieures ou que vous faites des primes, vous récupérez également des cristaux de sang utilisables chez Kadala. Donc vous voyez, en bas, ce sont des cristaux de sang, 805 sur 1500. Et Kadala, en fait, vous permet d'acheter des objets au hasard avec ces cristaux de sang sur une pièce d'objet spécifique. Par exemple, moi, actuellement, je recherche un nouveau carquois. Et ben, je vais chercher carquois mystère et j'achète. Je dépense mes cristaux de sang. Donc là, les objets sont rares, mais ils ont régulièrement des chances d'être légendaires, voire anciens, voire même primordial. Les objets se divisent en trois catégories. Les légendaires simples, donc comme vous le voyez là, le rebord est basique. D'ailleurs, pour vous faire une... Oui. Il y a un enfant en bas âge qui est à côté de toi, c'est pas très... Alors cet enfant de bas âge, c'est une mascotte en fait. Il ne peut pas mourir, mais par contre, il me sert en fait de petit boy. Il va ramasser l'argent pour moi. C'est chaud quand même. Non, je le nourris quand même. Okay. C'est important. D'accord. Puis je le protège des démons. Tu vois, et puis il veut se défendre, il a une petite épée, regarde. Oh, super. Il est mignon. Oui, j'aime bien le petit côté écuyer. Oui, c'est une version Aldi de Link. Ouais. Après, niveau mascotte, il y en a des dégueulasses aussi. Hein. On en a récupéré pas mal. Alors, il y a le poulet. Le poulet qui représente un des bonus de la version Switch, avec l'ensemble d'armure Ganondorf. Mais effectivement, on peut en trouver d'autres, plus ou moins moches. Un veau aussi, c'est rigolo. Ah, putain. Un petit veau. Il y en a des particulièrement moches, comme ça. Hein. Je ne sais même pas ce que ça représente. Des bizarres, une licorne squelette, enfin, à moitié une licorne mort-vivante. Des crânes volants. Et donc, mon Pascal, mon petit écuyer, il était perdu, il faut s'en occuper. J'aime bien. Donc, les objets simples, sans rebord particulier, jetés, c'est avec ce bouton-là. Les objets anciens, avec un bord doré autour, ça veut dire que leurs capacités sont augmentées par rapport à des objets légendaires normaux. Et ce que tout le monde recherche, l'objet primordial avec le rebord rouge. En gros, c'est un objet ancien avec toutes les stats au maximum. Un objet ancien va avoir une stat qui va varier entre 600 et 1000 points, par exemple, sur un collier. Là, ça sera 1000 de dextérité et rien d'autre. Donc le but final, c'est de réussir à récupérer ces objets en primordial. L'objet ancien classique et l'objet légendaire et l'objet ancien classique ont un ray de lumière classique. Par contre, et là c'est tout le petit moment d'excitation, quand vous voyez ce gros rayon rouge, là... C'est la fête du slip. C'est la fête du slip. Donc voilà, c'est là, mais vraiment on est dans le cœur de Diablo. Hein. C'est essayer de récupérer ces objets rouges, là c'est le plaisir à l'état pur. Toi, j'ai pas mal exprimé mon avis de joueur un petit peu plus poussé sur le jeu, mais toi, ton approche de ce jeu, je sais que tu as essentiellement joué au mode campagne du coup, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu toi, qui n'a pas poussé le jeu jusqu'au bout? Est-ce que tu t'y es amusé quand même, ou non, il faut vraiment pousser le jeu pour que tu puisses vraiment t'amuser sur le jeu? Non, moi honnêtement, j'ai vraiment pris du plaisir, vraiment du début jusqu'à Westmarch. J'ai vraiment pris toujours du plaisir à faire monter mon personnage, trouver des pièces d'armure, les équiper, de faire en sorte que mon bonhomme soit meilleur ou quoi. Sans cette volonté d'optimiser son personnage à fond, on peut quand même s'amuser sur le jeu. Ouais, j'avais dans l'idée que c'était un peu comme World of Warcraft, où une fois que tu avais vraiment fini le mode histoire, tu commençais à faire des gros donjons bien vénères. Je savais, le premier personnage que j'ai monté, je savais que passer le niveau 70, j'en ferais quelque chose de beaucoup plus badass et de beaucoup plus vénère que ce que j'avais joué pendant le jeu. D'accord. Oui, donc t'avais quand même cette notion-là qui... Ouais. D'accord. Ouais, jeu Blizzard oblige, j'avais cette petite anticipation. Avec les jeux Blizzard, donc généralement pas mal de endgame à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai que j'avais aucune idée de comment ça se jouerait passer le niveau 70. Donc après avoir pris un petit cours particulier avec toi, petit cours en particulier accéléré, parce qu'avec Axel, il faut, comme vous le voyez, il faut suivre. Hein. Si tu suis pas, tu crèves et voilà, faut apprendre vite. Mais maintenant que je commence à avoir mes personnages qui commencent à être vraiment bien montés et que je commence à faire vraiment des failles, je prends vraiment du plaisir en fait à génocider des hordes de démons comme ça qui n'ont rien demandé à personne. Et je trouve ça très agréable quoi. Revenir, espérer son petit équipement légendaire, enfin voilà, ça a quelque chose de très addictif et ça a quelque chose de très plaisant.
Donc bah voilà, on vous a pas montré une partie normale en mode début, scénario. On a fait le choix vraiment de se focaliser sur vraiment les failles. Les failles supérieures, le endgame. Voilà, on estimait ce qui est le plus intéressant. L'avantage de ce jeu, pour quelqu'un comme moi qui suis totalement débutant, tu peux passer facilement 40 heures vraiment à vraiment te faire plaisir, à découvrir le jeu, à progresser gentiment dans l'histoire. Et si au bout de 40 heures, bah, t'es pas rassasié, Il y a possibilité d'aller plus loin, donc de pousser le endgame un petit peu comme on vous a montré, même encore plus loin, et là vous partez pour... Bah, si vous faites comme moi, vous partez sur plus de 400 heures par exemple. voilà, donc un jeu plutôt rentable, quel que soit le prix que vous le payez, du coup, si vous êtes un gros joueur. Exactement. Moi personnellement, je vous le recommande à fond, que ce soit jouer en ligne, jouer entre amis, c'est quand même pareil, ça change énormément de jeu. Parce que faire les failles supérieures tout seul, bon c'est bien rigolo, mais le faire à plusieurs, c'est quand même vraiment jouissif. Le jeu de groupe est, pour ma part en tout cas, ce que je trouve le plus sympa, surtout avec des gens qu'on connaît. Il y a possibilité de jouer avec des inconnus sur internet, d'avoir des parties libres, mais jouer avec un groupe d'amis, ça reste quand même le truc le plus drôle de Diablo 3. Donc en attendant Diablo Immortal, et ben, Non, on n'attend pas Diablo. on vous dit à très bientôt. À bientôt.